Notre entourage personnel et professionnel a un rôle non négligeable sur notre état d'esprit. Je suis Selma Khaled de Calam et avec LegalOps Makers, nous décortiquons pour vous les parcours et les process de celles et ceux qui simplifient le quotidien de nos directions juridiques. Notre objectif, vous entourer de LegalOps passionnés et passionnants qui mettent les mains dans le cambouis pour permettre à leur DJ de passer de la réactivité à la proactivité. Nos invités vous partageront leurs retours d'expérience, leurs bonnes pratiques, leurs erreurs, leurs réussites et des conseils utiles. Bref, des rencontres qui feront de vous de meilleurs LegalOps. Bonne écoute! Bonjour Sébastien. Bonjour Selma. Comment ça va? Mieux serait à peine supportable. Je suis très contente de te recevoir sur ce podcast. Merci, c'est un plaisir. Sébastien, c'est un peu mon grand retour devant un micro après plusieurs mois sans podcast. Et je te disais, je t'expliquais ça avant d'enregistrer, j'ai animé pendant 1 an et demi un podcast dans lequel je recevais chaque semaine des juristes d'entreprise. Donc là, on passe de juriste d'entreprise à une autre fonction qui est la fonction de LegalOps, qui reste dans le même département, mais qui est une fonction différente. Et puis chaque semaine, je recevais ces personnes qui me partageaient leur parcours, leurs challenges, leurs ambitions, les coulisses de leur métier. Et je suis très contente de m'y remettre à nouveau et de découvrir de nouvelles personnes, un nouveau métier. Oui, un nouveau métier, qui existe depuis quand même quelques années, mais pour moi, donc un nouveau métier. Et ce qui est génial avec ce format, tu me diras si tu penses la même chose, que ce soit pour l'auditeur ou pour l'animateur, c'est l'opportunité justement de rencontrer de nouvelles personnes qu'on a envie d'apprendre à connaître. Et moi, je sais que quand je t'ai eu au téléphone pour la première fois, je me suis dit, c'est top, j'ai repéré le bon profil. J'ai envie d'apprendre à connaître Sébastien H, qui a l'air passionné. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et d'en sortir grandi d'épisode en épisode. Ce que je te propose, dans un premier temps, c'est de te présenter de la manière dont tu le souhaites, qui tu es, d'où tu viens, qui est Sébastien H, qu'est-ce qui te passionne, voilà, qui es-tu? Alors moi j'ai 43 ans, donc je suis plus tout jeune, j'ai un petit peu de parcours, j'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans, donc du coup j'ai 23 ans d'expérience, et j'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai été élevé dans une ferme dans la Brie en Seine-et-Marne. Et petit, je me suis dit, j'ai envie plus tard de vivre à la ville, d'aller à Paris et d'accomplir des choses. J'avais envie d'accomplir des choses. Et ce qui m'a animé et ce qui m'anime encore tout au long de ma vie, c'est surtout l'humain. J'adore les rencontres. Donc du coup, ce podcast est une opportunité. Et puis j'aime bien les challenges, du coup. J'aime bien vivre mes rêves, on en parlait tout à l'heure, et pas me contenter de rêver. Ce que je fais dans la vie, ce qui me passionne, mon métier déjà. Mon métier, je suis vraiment, vraiment passionné par mon métier. J'espère que je vais pouvoir partager cette passion pendant le podcast. Et puis rencontrer mes amis. J'aime bien faire la fête. Je fais beaucoup la fête aussi. Tu vivais à la ferme, tu as grandi à la ferme en Seine-et-Marne. Quand est-ce que tu arrives à Paris? À Paris, je suis arrivé à l'âge de... alors j'étais à Meaux, donc en Seine-et-Marne. J'ai fait un BTS de commerce international. Après, je suis parti un petit peu aux États-Unis et j'ai commencé vers 20 ans à peu près, une vingtaine d'années. Je suis arrivé à Paris. Mais avant l'âge de mes 15 ans, je pense que j'avais pas mis les pieds à Paris. Et tu te souviens du Sébastien à 20 ans qui débarque à Paris Impressionné, super impressionné, parce que ça a beau être à 1 heure de Paris, la Seine-et-Marne, enfin l'endroit où je vivais, il y avait 1200 habitants à tout casser. Et là, la grande ville, plein de magasins, on n'est pas obligé de prendre la voiture pour aller à la boulangerie. C'est impressionnant. Alors, on sort un peu du cadre LegalOps, mais ça m'intéresse quand même de poser ce genre de questions et tu me diras si tu veux y répondre ou pas. Mais quelle était la profession de tes parents? Agriculteur. Ok. Oui, agriculteur. Donc du coup, j'ai des valeurs assez terriennes, on va dire, terriennes, humaines, voilà. Et de travail aussi. Je me souviens encore du matin, avant d'aller à l'école, je sortais les vaches dans les champs avec mon grand-père et le soir, je les ramenais. Donc, j'ai la chance d'avoir vécu ça. De bonnes racines. On passe à une autre question, mais qui est assez basique, mais très importante, puisque je constate depuis maintenant quelques mois que je travaille chez Calam que tout le monde n'a pas la même définition des legal operations. Donc, d'une entreprise à une autre, c'est pas pratiqué de la même manière, c'est pas le même scope. Toi, Sébastien, quelle est ta définition des legal operations? La définition, selon moi, mais dans laquelle j'ai vécu, c'est en fait gérer une entreprise, qui est le département juridique, alors une petite ou une très grande entreprise, et amener cette fonction vers l'excellence opérationnelle.
Donc l'excellence opérationnelle, pour moi, en utilisant 4 grands prismes. L'organisation, la dimension humaine, avec les ressources, qu'elles soient internes ou externes au département pour qu'un département puisse fonctionner. Toute la partie finance, budgétaire aussi, qui est importante. S'assurer qu'il y ait des retours sur investissement, notamment. Un sujet dont on parlera Un sujet dont on parlera probablement tout à l'heure. Les process, mettre en place des process pour qu'ils soient limpides, en sachant que l'expertise juridique, c'est matière complexe, comme beaucoup d'expertise, mais c'est pas forcément facile de rendre, de simplifier, d'optimiser les process, et après de mettre en place des outils adéquats sur la digitalisation et aussi anticiper. L'intelligence artificielle notamment, plein de choses, mais ne pas mettre des outils pour mettre des outils. Oui. Voilà. Donc penser d'abord à son besoin Absolument. Avant de passer à la tech, et puis une dimension humaine qui est aussi pour moi, je l'ai passé en premier. Ouais, assez importante. Si on revient à ton parcours, Sébastien, on en parlait par téléphone, tu as un parcours assez atypique, et pour plusieurs raisons, on en parlera encore une fois au fur et à mesure de l'épisode, mais tu me disais pendant notre premier échange, dis-moi si je me trompe, mais que tu te prédestinais à une carrière de musicien. Oui, c'est ce que je voulais faire. J'ai fait le conservatoire quand j'étais plus jeune. C'était un rêve, et je me suis dit, on ne peut pas forcément vivre de sa passion. C'est bien d'être doué, mais il faut aussi des relations dans le monde musical, dans le monde artistique. C'est aussi important, surtout dans la musique classique. Donc du coup, j'ai fait en parallèle un BTS de commerce international pour pouvoir me diriger vers d'autres horizons. Et justement, si on revient au début de ta carrière, tu débutes ta carrière dans les années 2000 en tant que Consulting and Training Manager chez CPA Global, qui est aujourd'hui devenu Clarivate, si je ne dis pas de bêtises. C'est une suite de solutions tech autour de la propriété intellectuelle. On parlait d'immatériel tout à l'heure, et de la production de connaissances scientifiques. Tu nous expliqueras peut-être un peu plus en détail ce que c'est. Le début des années 2000 a été marqué évidemment par de nombreuses innovations qu'on appelait à l'époque les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de la communication, mais pas que, puisque tu en as été témoin et tu avais pour clients Aventis, L'Oréal, General Motors ou encore Schlumberger. Est-ce que tu te souviens du jeune Sébastien H et de ses premiers jours, notamment chez CPA ? Alors, j'ai commencé chez CPA, qui s'appelait à l'époque Memotech, qui était en fait une suite effectivement de logiciels pour gérer la propriété intellectuelle, les marques et les brevets. Là, c'était mon entrée dans le droit, finalement, dans le domaine du droit. C'était en 2000, en 2000. Et du coup, j'ai appris sur le terrain, j'ai eu beaucoup de formations, INPI aussi. Et en fait, mon rôle était, avant d'expliquer comment j'étais, mon rôle c'était d'abord de former les ingénieurs brevets notamment, et tout ce qui était opération IP, qui sont quand même des grosses équipes, sur une base de données, mais aussi adapter cette base de données et voir quels étaient les rôles et responsabilités des équipes au sein des départements patentes et trademark. Et là, au début, j'étais tout intimidé parce que c'est la première fois que je m'adressais à une audience en anglais, la plupart du temps. La plupart de mes clients étaient en anglais. En France, il y en avait quelques-uns, mais moi, j'étais surtout sur les États-Unis et sur le reste de l'Europe. Donc, impressionné, je parlais beaucoup pour éviter parfois qu'on me pose des questions dans un accent que je ne comprenais pas. Très bonne technique. Et puis, j'étais intimidé, j'étais pas forcément sûr de moi. Au début, j'étais introverti, c'est-à-dire que j'étais plutôt, je me ressourçais plutôt en passant du temps tout seul. Et quand je voyais des gens, je dépensais de l'énergie et j'en prenais pas forcément. Donc c'était pas facile à gérer, C'était pas naturel. Non, c'était pas naturel. Mais au fur et à mesure, rencontre après rencontre, j'ai commencé à aimer, quoi. Donc voilà, et c'était surtout justement rencontrer des équipes de cultures différentes, donc culture, je dirais culturelle en fonction des pays, mais aussi de cultures d'entreprises différentes. Quand on parle tout à l'heure de General Motors, d'Aventis, de Sanofi, il y a des cultures d'entreprises complètement différentes, et ça c'est assez intéressant. Et justement, on en parlait tout à l'heure, tu as un profil qui n'est pas du tout juridico-juridique. Pas du tout. Tu viens pas du tout d'une formation de fac de droit, et aujourd'hui, en tout cas dans l'environnement, l'écosystème LegalOps français, on voit surtout beaucoup de profils d'anciens responsables juridiques, juristes qui sont devenus LegalOps. Si tu as un avis sur le sujet, on en reparlera tout à l'heure. Mais tu commences dans un domaine que tu ne connais pas, donc tu te l'appropries. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as été recruté
recruté finalement par ton client qui est Sanofi. Oui, à l'époque, oui. Après j'avais effectivement comme client Aventis. Et ils m'ont fait une proposition. Voilà, j'ai été recruté par eux pour être en charge de l'administration brevet à l'époque en France. Ce qui a été hyper intéressant, c'est que quand je suis arrivé, il y avait 2 cultures différentes à l'époque. J'étais sur 2 sites. Il y avait HMR, Huch Marion Roussel et Rhône-Poulenc, avec 2 sites différents, Romainville et Antony à l'époque, avec 2 cultures complètement différentes, complètement opposées. Et c'était intéressant aussi déjà de commencer à voir ces différentes rencontres et voir comment communiquer avec elles et comment les aider à communiquer entre elles. Et tu parlais d'Aventis, Sanofi, effectivement, on ne l'a pas précisé, mais tu arrives justement 1 an avant l'acquisition d'Aventis, qui fera d'Aventis au final Sanofi, le 3e groupe mondial de la pharma. Tu passes 10 ans sur ce poste de Maintenance of Patent Right Manager, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, c'est comme ça qu'on a fait évoluer le terme, avant de devenir Global Head of Patent Budget and Cost Management, puis ensuite Associate Chief Operating Officer, donc finalement legal ops. Encore différent, voilà. Encore différent, donc c'est là que tu commences vraiment à toucher au legal ops. Ouais. Évidemment, on n'a pas besoin de présenter Sanofi. C'est une entreprise que tout le monde connaît. C'est un fleuron stratégique français. C'est 100 000 collaborateurs à travers le monde, un chiffre d'affaires de 37 761 millions d'euros en 2021. Quand même hyper important de parler de ces chiffres, surtout en ce qui te concerne, parce que c'est des chiffres qui sont tout aussi impressionnants côté juridique, parce que c'est 750 collaborateurs au sein même de la fonction juridique, 350 millions d'euros de budget, puis une équipe Legal Ops qui est composée d'une dizaine de personnes à travers le monde. Est-ce que tu peux nous raconter, dans un premier temps, comment se crée cette fonction Legal Ops chez Sanofi ? Alors d'abord, pour revenir avant, j'étais donc au brevet, à la propriété intellectuelle, et j'avais en charge la gestion des coûts avec mon équipe et la gestion du budget. Donc j'avais une petite équipe parce qu'avec un gros budget comme ça, on est obligé de savoir où on dépense nos coûts, et puis aussi dans le cadre de collaboration de propriété intellectuelle, on est obligé aussi de refacturer certaines choses. Donc du coup, il fallait une maîtrise des coûts, et grâce à ça, on a montré qu'il y avait un retour sur investissement, parce que déjà en maîtrisant et regardant ses coûts, on voit qu'on peut faire des économies. Donc du coup, il y a déjà eu la directrice juridique, le general counsel de l'époque, Karen Linehan, on avait déjà montré qu'il y avait un retour sur investissement. Au-delà de ça, elle est américaine. Elle connaissait les legal ops, forcément, et elle avait vu qu'il y avait un retour sur investissement et que c'était l'avenir, en fait, d'une telle fonction. Notamment qui était déjà pas mal installée dans les cabinets d'avocats. Donc elle a été un peu précurseur, et elle a nommé un Chief Operating Officer, donc un Head of Legal Operation, Louis Pachba. Ils m'ont proposé d'être associate, et au début j'étais tout seul avec ce Chief Operating Officer, et on a commencé à se dire il y a plein de choses à faire, et on ne peut pas s'occuper des 4 prismes dont je parlais tout à l'heure, humain, finance, process et tools, d'une seule main, parce que les chiffres dont tu parlais tout à l'heure, 750 personnes, il faut les gérer. Oui. Donc du coup, au début, on a fait une roadmap, on a dessiné un peu notre stratégie, et très vite, on a embauché des personnes. Alors il y a des personnes aussi qui m'ont rejoint. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir mon équipe des patents qui m'a rejoint, de façon à pouvoir gérer le budget et la finance. Et après, petit à petit, il y a quelqu'un en charge de la communication est venu nous voir, communication interne, qui est hyper important, et aussi communication du General Counsel en externe. Et après, de fil en aiguille, on est devenu une plus grosse équipe. Ton périmètre était, dans un premier temps, vraiment lié à la gestion des coûts, à la gestion financière sur le département juridique, et au fur et à mesure, vous avez recruté différents types de profils qui venaient compléter Voilà, absolument. Et moi, j'ai toujours été spécialisé sur la gestion du budget et l'organisation, donc le workforce planning. J'ai travaillé beaucoup avec la RH, avec l'IT aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. Pour le coup, le crédit est vraiment à toute l'équipe. On avait des business partners dédiés à la fonction juridique, donc en RH, en finance, avec un contrôle de gestion, digital IT business partner, et toutes ces personnes faisaient partie intégrante, même s'ils n'étaient pas en direct line avec la fonction juridique. On a créé un petit peu un commando avec toutes ces équipes, avec toutes ces personnes, de façon à suivre une roadmap, à définir une roadmap et à l'implémenter pour atteindre l'excellence opérationnelle.
Est-ce que tu as des souvenirs des premiers chantiers que vous avez mis en place chez Sanofi à ton arrivée? Quels étaient les sujets trendy à cette époque? Il y a eu un très très gros chantier qui a été notamment l'implémentation d'un tool e-billing. Parce que 350 millions d'euros, enfin total, incluant les ressources humaines, c'est un gros budget à gérer. Donc du coup, il a fallu mettre en place justement cet outil de e-billing. On a mis TimeMetrics pour ceux qui connaissent de Wolters Kluwer. Je te laisse définir e-billing. Qu'est-ce que c'est? Alors l'e-billing, la facturation électronique, parce que c'est vrai qu'on recevait des factures, papier à l'époque, et les factures des avocats, ça peut monter très très haut et ça peut faire beaucoup beaucoup de pages. Alors pour vérifier, pour être certain que ce qui nous est facturé est en accord avec nos instructions et nos accords cadres, il fallait éplucher les factures et ça prend du temps et le temps de l'argent. Donc on a essayé d'automatiser ça en mettant en place cet outil de e-billing, en rentrant les accords cadres et du coup en s'assurant que tout était bien fait. Et ça nous aidait ensuite pour la négociation avec les cabinets d'avocats. C'est ce que j'allais dire. Donc, qui dit e-billing qui dit plutôt facture papier, dit données qu'on ne peut pas nécessairement exploiter facilement. Absolument. Et donc là, j'imagine que on avait tout, vous aviez tout, la possibilité de négocier, de savoir si c'était plutôt intéressant d'internaliser ou d'externaliser une compétence donnée ou des sujets donnés. Est-ce que, après avoir mis en place cet outil d'e-billing, vous vous êtes rendu compte de certaines choses qui étaient quand même assez aberrantes en termes de coûts et ça vous a permis de prendre des bonnes décisions? Ouais, ça nous a surtout permis de négocier. Et là, du coup, on a embauché Angélique Jourde, qui travaillait dans un cabinet d'avocats et qui était en charge de la facturation. Et du coup, elle est venue pour nous aider à négocier avec les cabinets d'avocats. Donc, elle a rejoint l'équipe pour négocier en direct et du coup pour analyser ses coûts, puis pouvoir avoir les meilleurs tarifs et mettre en place des systèmes de success fees, de flat fees, des mécanismes qui sont aujourd'hui assez répandus dans la fonction juridique. Hyper intéressant comme recrutement. Et après, Angélique est devenue petit à petit mon adjointe et puis après m'a remplacé à mon départ. Donc je suis super content. Super. Et t'es retourné justement chez Sanofi en 2021 pour participer à l'opération d'introduction en bourse de ce qui deviendra ensuite EuroAPI. Qui dit IPO dit montrer patte blanche à l'AMF. On en parlait par téléphone et que ce soit en termes de process, d'organes, de politique contractuelle et d'outils également, des sujets qui sont inhérents à la fonction LegalOps. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses d'une telle opération d'un point de vue Ops? Alors moi j'ai participé à l'époque il y a Claire Baudouin qui était General Counsel de EuroAPI qui m'a dit ça serait cool que tu viennes parce que moi j'avais une expérience Sanofi, je connaissais les process, les outils, tout ce qui avait été mis en place à l'époque à la direction juridique, mais qui était adapté à la grosse machine Sanofi. Tout à l'heure, tu disais plus de 100 000 collaborateurs, des budgets, un gros budget, donc pas mal de choses de process qui étaient industrialisés, en allant vers une boîte beaucoup plus petite. Du coup, avec un business model complètement différent et pas les mêmes ressources. Donc en fait, il a fallu qu'on copie et colle les process, mais en les adaptant au business model. Et ça a été super intéressant de mettre en place ces outils, ces process, et aussi de monter l'organisation. On a aussi fait une organisation cible, en sachant qu'au début, il y avait très peu d'effectifs qui étaient prévus au budget pour monter ce nouveau département. Et puis, en montrant des cas, on a montré retour sur investissement. Si tu externalises, là, business case, j'externalise, ça coûte tant, j'internalise, ça coûte tant. Si l'activité est pérenne, CDI. Très clair. Donc, du coup, on a petit à petit monté l'équipe et aujourd'hui, on est une quinzaine. Ok. Et justement, on était 3 au début. Je me permets d'insister sur la partie IPO en amont. C'est quoi la checklist? Il n'y a pas une checklist magique, j'imagine, mais c'est quoi les coulisses de l'IPO pour le LegalOps? Alors, il faut déjà mettre en place. Tu mets en place les process. En fait, tu mets à disposition, des investisseurs tous les documents nécessaires pour montrer que ton département va rouler. Donc il y a déjà ça. Donc tous les process, la politique, la contract policy, tout ce qui est compliance aussi, être certain que tous
tous les employés vont être formés pour l'éthique et l'intégrité des affaires, en compliance, voilà, pour les sensibiliser. Il y a toute la gestion des litiges et il y a aussi la base de données contrats, être certain que tous nos contrats, on va être capable de les retrouver et de les gérer au quotidien. Il faut qu'on montre qu'on va être fonctionnel. Voilà, en gros, c'est ça. Et quand tu étais justement à cette époque au sein de cette structure, est-ce que tout ça a été fait ou est-ce que tu as dû... Non, on a travaillé pour le faire. On a encore une fois copié-collé et aussi travailler à la séparation des contrats, donc c'est-à-dire entre Sanofi et EuroAPI. Donc être certain que tous les contrats, sur le périmètre donné, les contrats soient transférés d'une entité à une autre aussi. Donc ça, c'est aussi bien les contrats commerciaux que les contrats de vente. Donc là, du coup, il fallait d'achat, pardon. Donc du coup, il fallait aussi s'assurer, être un peu chef d'orchestre avec toutes les fonctions. Et donc en janvier 2021, tu rejoins EuroAPI en tant que Head of Legal Operations. EuroAPI, on le disait, qui est issu de la scission avec Sanofi et qui a pour ambition de devenir le numéro 1 des principes actifs entrant dans la fabrication de petites molécules et le numéro 2 du marché mondial des API. Pendant notre premier échange, tu as eu une phrase assez peu commune justement pour être soulignée où tu me disais on a eu la chance de partir de zéro, ce qui nous a permis de bâtir les choses correctement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton rôle, ton scope à ton arrivée chez EuroAPI? Alors avec le General Counsel de l'époque, Claire, on a eu la chance au début d'avoir une petite équipe et de pouvoir construire cette équipe. Et cette équipe, ce qui a été important pour nous, c'est pas non seulement de se focaliser sur l'expertise, les diplômes de droit, tout le monde en a, mais c'est surtout de se focaliser aussi sur les soft skills. Nous, on voulait vraiment créer un commando avec des personnes qui avaient une expertise, mais en même temps qui étaient agiles et qui n'allaient pas rechigner à la tâche quand on allait leur demander de travailler sur un autre périmètre. Et ça, on a eu cette chance de pouvoir construire cette équipe petit à petit. Alors, ça a été long, ça n'a pas été simple. Déjà, dans un premier temps, il fallait montrer la valeur ajoutée d'embaucher quelqu'un sur les différents périmètres. Et donc, je dirais, voilà, je parle d'abord de l'équipe et après aussi, là, je parle de people, mais aussi, on a eu la chance sur les process, de pouvoir travailler sur du lean, en gros, voir les process Sanofi, les simplifier au maximum et les rendre le plus agile possible, c'est-à-dire adaptables en fonction de l'évolution de la société. Parce que donc ça, on a eu cette chance-là. On s'est inspiré, on a simplifié, on a pris en considération les ressources limitées aussi qu'on avait et éviter de traiter les exceptions, donc les règles du 80-20, enfin plein de méthodos de project management aussi qu'on a appliqué sur ça. Et puis aussi faire toujours un risk assessment, c'est-à-dire que ne pas faire des choses sur lesquelles finalement il y a un risque très très limité et pas business critical. Donc arrêter de faire certaines choses. Donc finalement un fonctionnement un peu comme dans une start-up, ne pas perdre son temps sur des choses qui n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée et qui ne sont pas prioritaires. Ouais. Okay. Je dis on est en mode start-up, on a un petit commando en mode start-up et puis on fait essais, les process on les met en place, on essaye, si ça va pas on est agile et allez on les change. Pas non plus, tout n'est pas gravé dans le marbre, il faut être hyper agile pour ça. Donc tu arrives et tu es tout seul? Alors, je suis avec un juriste et puis avec Claire. Donc au début, on est 3. On est 3 et puis après, on évolue, on embauche un Head of Compliance, donc pour s'occuper de toute la compliance, l'éthique et l'intégrité des affaires, un Head of IP pour propriété intellectuelle, brevet, Head of Legal Corporate, et ça hyper important pour tout ce qui est droit boursier, pour l'IPO, il fallait droit boursier, droit financier, droit des sociétés, tout ça c'était aussi une expertise importante et une personne aussi qui fait le rôle de Secretary of the Board, Amira Cavani. Voilà, petit à petit, on prend notre équipe et après, notre directeur actuel, Jim De Joncker, arrive et là, du coup, on a encore une nouvelle impulsion pour développer la direction juridique et l'activité. On entend souvent des directions juridiques dire parfois on a une petite équipe composée de 3 personnes, on n'a pas encore besoin de mettre en place une structure LegalOps, c'est pas un besoin nécessaire. Surtout sur les profils de grandes entreprises, autant dans les startups le besoin, les scale-up, les licornes, le besoin de poser des fondations saines est compris immédiatement, mais dans les plus grandes structures un peu moins. Dans le cas d'EuroAPI, ok, c'est une structure qui vient de se créer, mais pour autant qui est issue de Sanofi, qui est un grand groupe. C'est très surprenant parce que j'ai été dans les premiers embauchés, LegalOps. C'est ça. Là, pourquoi ? Parce que project management, parce que process, outils, organisation. Il fallait vraiment mettre les bonnes fondations. Et là, c'est vrai qu'on a tout de suite eu... enfin, c'est pas moi, mais les Sanofi et Claire Baudouin à l'époque ont tout de suite eu la bonne idée d'embaucher un profil comme ça. Parce que pour un juriste qui
qui n'est pas forcément spécialisé dans le project management, c'est pas simple, parce que tout ça, ce sont des projets. Quand je parle de tous ces points, c'est du project management. Un juriste, il est très bon en expertise, mais il n'est pas forcément formé en project management. Donc en finance, etc. Donc finalement, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, il faut un soutien super important de son directeur juridique ou de sa directrice juridique, et sans ça, c'est compliqué de faire avancer les choses. Ah oui, un legal ops, si tu n'as pas le sponsorship de ton management, je pense que c'est pas hyper facile. Aujourd'hui, voilà, j'avance. Pourquoi ? Parce que j'ai le pouvoir de changer les choses et d'influencer la façon dont on travaille et dont on interagit avec les autres départements. Et comment tu travailles avec ta directrice juridique ? Vous avez des échanges réguliers sur... Mon directeur. Ton directeur, pardon. Non, je t'en prie. Comment tu travailles avec ton directeur juridique ? Est-ce que trimestre par trimestre, vous décidez justement des orientations stratégiques de la direction juridique en fonction de ce que prévoit l'entreprise ? Comment vous travaillez ensemble ? Alors aujourd'hui, il est beaucoup... il ne faut pas oublier qu'on est nouveau. Il y a beaucoup de travail, il est à l'Excom, donc très très pris avec le day-to-day business et puis tout l'aspect politique et travaille avec l'Excom. Donc aujourd'hui, on est assez autonome. Chacun de ces direct reports est hyper autonome. On travaille déjà en confiance. Alors c'est pas du tout un management de contrôle, c'est un management de confiance. Donc lui, en l'occurrence, ne me donne pas forcément des objectifs. C'est moi qui lui propose mes objectifs. Je regarde des roadmaps, je fais du benchmark. Sur les legal ops aussi, je m'inspire de ce que j'ai déjà fait dans le passé. Et donc c'est moi qui vais lui dire ça serait bien de faire ça, de mettre en place telle chose, de communiquer, de faire des réunions avec les opérationnels, parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément compris la politique contrat ou les délégations de signature. Il faut les sensibiliser là-dessus. Donc on le fait. Ensuite, je travaille avec les juristes, je fais des groupes de travail et puis voilà quoi. On est fort de propositions et on est vraiment dans le management de confiance. Oui. D'accord, donc finalement le Legal Ops, c'est le bras droit du directeur. Voilà, il me dit le bras gauche. Le bras gauche. Voilà, parce que bras droit, il a Claire Baudouin qui est son general counsel, deputy general counsel, et moi il me dit que je suis son bras gauche. C'est comme ça qu'il m'appelle. Donc du coup j'ai une certaine légitimité, et c'est bien parce que du coup je peux changer les choses. Je peux voir les priorités du département, j'organise beaucoup le côté opérationnel de l'équipe, au-delà du budget, de tout ce qui est ressources humaines, etc. Quand je fais l'interface avec les différents départements des fonctions support. Et ça, j'imagine que ça doit être du pain béni pour les équipes RH qui sont super contentes d'avoir un relais. Je sais pas, ou quelqu'un qui est exigeant, j'en sais rien. Mais oui, un relais. Et puis je parle surtout, c'est assez rapide et je pense qu'il voit qu'on est assez proactif. Comme pour la finance, quand on prépare le budget, on fait les provisions, on n'a pas à m'expliquer le process de provision, le process des provisions, un budget, etc. C'est des sujets. Donc ça, c'est toujours simple. Et d'ailleurs, les autres fonctions n'ont pas forcément un directeur des opérations. Et ce qui peut être un peu plus périlleux du coup pour les différents experts. Des autres départements. C'est hyper intéressant parce que majoritairement, ce qu'on voit en tout cas dans les entreprises françaises, c'est toutes les autres fonctions qui ont un département ops, c'est le département juridique qui est le parent pauvre à ce niveau-là et qui n'a pas de legal ops au sein de son équipe. C'est dû à quoi ? C'est dû à la culture, à la culture d'entreprise. C'est dû à ton directeur juridique. Comment tu expliques ça ? Souvent, je pense que dans les legal ops, dans les autres qu'un juriste, parfois c'est compliqué. Il y a un peu l'entre-soi. Alors désolé, mais c'est un peu culturel, je pense. Après, il y a les assistantes, mais qui ne sont pas juristes et qui vont peut-être faire quelques tâches de coordination, mais on ne va pas forcément leur donner le pouvoir de changer les choses et d'avoir une parole, je pense. Oui. C'est compliqué. Mais c'est assistant juridique et paralégal, c'est est un job et legal ops en est un autre. Et on dit souvent ça chez Calam. On voit souvent des offres de paralégal / legal ops qui sont publiées. Ça n'a rien à voir. Ce qui n'a rien à voir. Alors évidemment, une assistante ou un assistant et un paralégal peuvent aider justement dans un legal ops dans le cadre de ses missions quotidiennes, mais c'est une fonction à part entière. Oui, d'autant plus que paralegal, paralegal c'est un vrai titre. Oui. Et du coup, il y a aussi une expertise juridique que le legal ops n'a pas non plus. Bien sûr. Et c'est pas ce qu'on attend dans le legal ops. Absolument, absolument.
Absolument. Donc il y a un amalgame qui est vite fait parce que le paralegal, il a une formation juridique, il s'y connaît en droit des contrats, en droit des sociétés, en propriété intellectuelle, et là il a une vraie expertise. Mais comme un juriste, hein, il ne sait pas forcément faire du project management, il n'a pas forcément une vision business. Parce que là tout à l'heure quand je reparle des 3 prismes, hein, people, finance, process et tools, hein, c'est des choses qui sont assez généralistes pour faire fonctionner une petite entreprise, mais voilà, c'est pas en faisant c'est une vraie expertise aussi, je veux dire. Oui, bien sûr. C'est un expert parmi les experts, le legal ops, pour moi. Et pendant ce premier échange téléphonique, tu me disais aussi que ton équipe était plutôt avancée et que vous aviez déjà mis en place les fondations de Legal Ops au sein d'EuroAPI. C'était quoi les chantiers prioritaires en arrivant sur le poste? On entend en ce moment énormément parler du contrat comme étant contract lifecycle management comme étant un des besoins prioritaires, un des besoins qui revient très régulièrement. C'était quoi chez EuroAPI? Oui, effectivement, on a eu le CLM, mais avant ça, c'est définir la contract policy, ce qui n'a pas été simple. On a fait plusieurs versions de cette contract policy. Après, c'est de communiquer. Et après, c'est de mettre en place un outil qui permette de gérer les contrats, donc le contract lifecycle management, le contrat tout au long de sa vie. Donc d'abord, ce qui a été compliqué, c'est de mettre en place vraiment cette politique contrat. Donc pour ça, moi, j'ai travaillé avec les juristes. On a travaillé aussi avec les opérationnels, avec la finance évidemment, pour mettre en place cette politique contrat du groupe. Ensuite, la déployer, donc la communiquer largement, que ce soit via des réunions, mais aussi on a fait un super site intranet en mettant à disposition tous les outils et pour pouvoir comprendre la contract policy. Bon, il y a encore du travail, on peut toujours s'améliorer. C'est un document en constante évolution. C'est un document en constante évolution. Alors c'est assez figé, mais comme on est très agile dans la nouvelle structure, c'est vrai que Sanofi, je pense que ce serait compliqué de changer une politique comme ça du jour au lendemain. Chez nous, bon, on peut quand même on va voir, on fera un retour d'expérience d'ici quelques mois, je pense, et on s'interdit pas d'ajuster les choses. Et donc, qui ont réuni autour de la table pour créer une contract policy? D'abord les juristes et moi, qui ne suis pas juriste. Je pense que ça a été intéressant parce que quand un juriste va vouloir écrire une politique contrat, il va s'assurer que chaque mot est à sa place, qu'on puisse pas l'interpréter autrement, mais une procédure, procédure, je cherche le mot en français. Une procédure, c'est pas un contrat. Et il faut que ce soit. Et le but d'une procédure, c'est aussi de la communiquer et qu'elle soit compréhensible par les opérationnels. Et donc, on ait besoin d'un juriste pour interpréter ce que le juriste a écrit. Donc, du coup, moi, j'étais là pour un peu simplifier les choses et dire le ciel est bleu et de ne pas dire alors il y a le ciel, mais il y a 3 oiseaux, il y a le nuage, il y a ça qui est là, etc. Non, c'est le ciel est bleu, basta. Donc voilà, c'était un petit peu mon rôle d'essayer de simplifier, de faire court, même si effectivement, d'un point de vue contractuel, d'un point de vue juriste, si on lit les phrases, il y a toujours des exceptions et c'est aussi de ne pas rentrer dans les exceptions et dans les 80-20 et après il y a 20% qui peuvent être traités hors policy, hors procédure. Mais voilà, je pense que c'était important d'avoir à la fois mon regard puis évidemment l'input des juristes et enfin après on travaille avec les opérationnels, on valide pour que la politique soit en accord avec la stratégie du groupe. Parce que ça doit correspondre forcément aussi à leurs besoins. Absolument. Okay. Et quelle forme ça prend, une politique contractuelle? Mes questions sont peut-être simplistes, mais ça m'intéresse. Quelle forme ça prend? C'est quoi? Donc, tu parlais d'un intranet, c'est sur un intranet, c'est sur un document PDF? Oui, c'est sur un document PDF qui doit être, qui est sur, pour le contrôle interne, qui est sur les politiques, sur l'outil qui rassemble toutes les procédures du groupe, parce que c'est auditable. Hein. Mm-hmm. Donc, les auditeurs tout doit quand même bien être écrit noir sur blanc et applicable. Et en cas d'audit, il faut être certain que tout soit bien appliqué. Donc, c'est un document officiel. Il faut être certain que les actions contractuelles par la suite sont en cohérence avec la politique contractuelle. Absolument. Très clair pour moi. Ok. D'autres chantiers? Et alors attends, là, il y a le document officiel, mais là, ce qu'on est en train aussi de mettre en place avec des consultants, c'est aussi une petite animation, alors pas sous PowerPoint, mais sur un autre outil qui s'appelle Geniali. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu connais. Donc sur Geniali, on essaye aussi de faire quelque chose de plus simple avec un arbre de décision hyper simple pour que le business un peu ait une toolbox et puisse déterminer quelle va être la nature de son contrat en fonction de la contract policy, mais en ayant des questions-réponses
des questions-réponses. En fonction d'un arbre de décision dans lequel... Absolument, que j'ai construit et maintenant qui doit être modélisé. Ouais. Ok. Et ce qu'on peut faire aussi d'ailleurs dans un logiciel de gestion de contrat, en préqualifiant les demandes en amont et en répondant à des questions, en disant voilà, Absolument. ma situation c'est ça, et donc le document dont je vais avoir besoin ça va être ça, et puis de le générer. Absolument, on peut le faire. Alors nous, on a décidé de pas le faire. Je reviens un petit peu sur l'outil de contrat. L'outil de contrat en fait qui a été mis en place. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un tout autre outil que Sanofi. Un outil moins cher, moins onéreux, parce qu'on n'a pas non plus la même volumétrie et le même enjeu pour gérer des contrats. On a minimisé au maximum le nombre de champs et d'informations qu'on allait remplir. Pourquoi ? Parce que chez Sanofi, ils avaient une équipe qui était en charge de remplir les fiches contrats, mais aujourd'hui, on demande aux opérationnels directement de rentrer les contrats, puisque les opérationnels sont honneurs du contrat. Ils sont propriétaires du contrat, c'est pas le juridique. Donc du coup, on a minimisé, on a une dizaine de champs à remplir seulement. Mais ce qui nous permet en revanche d'avoir de la donnée de qualité et de pouvoir valoriser cette donnée. Donc on donne de l'autonomie aux opérationnels sans perdre en sécurité juridique. Absolument. Donc il y a un change management aussi qui est hyper important. C'est aussi un rôle du Legal Ops. Change management est hyper important. C'est hyper intéressant effectivement, et c'est un besoin qu'on voit aussi très régulièrement. Et on a souvent deux types de cultures à ce niveau-là. Les opérationnels qui sont très contents d'avoir ça et qui vont se dire très bien, ça va me permettre d'aller plus vite et de créer un contrat de la manière la plus sécurisée possible. Et puis derrière aussi de l'autre côté, des cultures d'entreprise où on a des opérationnels qui vont pas nécessairement vouloir être honneurs du contrat et vont avoir peur d'assumer une responsabilité qui n'est pas la leur, parce que pour eux, le contrat est éminemment juridique, alors même que les informations qui sont mises dans le contrat sont purement commerciales et concernent purement les enjeux de l'opérationnel. Comment tu gères ce profil-là ? Sur le change management, on montre, c'est aussi un de nos rôles, on montre qu'il y a une valeur ajoutée, on montre que c'est important. Après, le propriétaire du contrat, c'est celui qui signe le contrat et sur lequel les coûts sont imputés, que ce soit en in ou en out. Donc ça fait partie des fondations de l'entreprise. Ça, pour nous, c'est très clair qu'au niveau des règles de l'entreprise, on a le sponsorship du management, et c'est évident que le contrat, c'est pas le juridique qui est responsable du contrat. Et vous avez permis justement de libérer le juridique de cette tâche de création, génération de documents, de revue des contrats. Alors si on revoit les contrats, ça dépend. Dans les petits contrats, il y a trois niveaux de contrats. Je ne sais pas si je peux rentrer dans les détails, mais il y a des contrats sur lesquels les opérationnels sont complètement autonomes. Mais ça, c'est souvent dans les groupes. On appelle ça, nous, des contrats exempts, des contrats avec des niveaux de risque moindres. Il y a d'autres types de contrats sur lesquels nous, on fournit des modèles au business et ils n'ont plus qu'à le remplir. Et nous, on va le revoir en dernier temps, mais c'est seulement une legal review. Et il y a les contrats qui nécessitent vraiment une négociation juridique, où là, c'est des gros contrats, et là, le juridique est fortement impliqué. Et le critère, justement, de répartition, c'est le montant du contrat, c'est le sujet, la typologie de contrat ? Alors, il y a trois grands critères. Il y a le premier critère qui est la nature de la transaction et le niveau de risque, le prix du contrat et sa durée. D'accord. Voilà. Donc la valeur et la durée. Ouais. Systématiquement, c'est ces trois critères qui entrent en compte. Absolument. Ok, très clair. Mais je pense que ça c'est assez général, je pense, dans les boîtes, d'avoir ces trois types de contrats. Et on a pris les choses un peu un peu à l'envers, parce que mais c'est pas grave, c'est ce qui fait aussi la beauté de cet échange. Comment vous y êtes pris justement pour définir votre besoin d'un point de vue CLM, d'un point de vue contractuel, toute la phase d'identification des besoins, d'audit, quel était le besoin prioritaire sur le CLM ? Pourquoi vous vous êtes dit au sein de la direction juridique d'Euroapi, on a besoin d'un CLM aujourd'hui ? Parce qu'il fallait tout avoir. Alors CLM, tu parles de l'outil. Je parle de l'outil. Ouais. Je parle de l'outil. Il fallait déjà tout avoir un même seul endroit. Ça, c'est ce qu'on vraiment voulait, parce que du coup, quand on a hérité des contrats Sanofi, ça n'a pas été simple de tout récupérer, parce que, étant donné la masse de contrats qu'il y a chez Sanofi, tout n'est pas sur les mêmes bases de données. Il faut aussi, c'est pareil, il y avait aussi le business disait c'est pas à nous, c'est aux achats qui sont une fonction support, ou aux juridiques, on ne sait pas où sont les contrats. Donc nous, on voulait vraiment avoir tout un seul et même endroit. Ça c'était un premier enjeu, et avoir un outil simple. C'était ça, ta question. Oui, bien sûr. Avoir un outil simple, simple d'utilisation, simple d'utilisation et agile aussi, adaptable, parce que qui te dit que demain
j'en sais rien, si dans 5 ans, on multiplie par 10 nos effectifs ou par 10 le nombre de contrats, on doit être agile et avoir la possibilité tout de suite d'adapter, soit d'adapter le process, soit de le simplifier, soit de les faire évoluer, quoi. Et que l'outil puisse progresser au fur et à mesure avec vous. C'est souvent soit une grande réussite, soit un énorme cauchemar pour les juristes d'entreprise. Ouais. Je suis sûre que certaines personnes qui nous écoutent le vivent comme ça. Sur l'implémentation d'un CLM, comment on s'organise pour l'implémenter? Une fois qu'on l'a choisi, une fois qu'on a négocié ses licences, une fois qu'on a signé son contrat de licence, comment on fait? En tout cas, vous, comment vous avez fait? Nous, on a importé les contrats de chez Sanofi. Donc, on a des personnes qui nous ont aidés, des consultants. Et puis, il y a toujours quelqu'un dans mon équipe qui est en charge d'éduquer les clients pour qu'ils puissent bien saisir les données. Donc, qui ne va pas faire à leur place, mais qui va leur apprendre à faire. Et puis... Il y a eu une phase d'automatisation des contrats Non, alors on n'a pas encore automatisé. Après, l'autre clé de succès, c'est vraiment le change management. C'est vraiment les accompagner, faire des réunions, ou communiquer via intranet, via le meilleur canal. Ça, c'est hyper important. D'accord, très clair. Je voulais aussi parler d'une chose, de quelque chose qu'on a mis en place là récemment, d'ici la fin de l'année. Parce que moi j'avais un problème, c'est qu'on avait beaucoup de juristes. On a de plus en plus de juristes, mais le business s'adresse toujours aux mêmes juristes dès qu'ils ont une question, même si c'est pas du tout dans leur périmètre. Et on avait un problème de gestion des demandes. Et ce qu'on a mis en place récemment, c'est un portail de Legal Compliance and IP Request. Donc pour chaque demande juridique, on a mis en place un portail. On avait des moyens limités, on voulait faire ça assez rapidement, mais on voulait pouvoir gérer les flux de demandes, répondre en temps et en heure aux opérationnels et que ce ne soit pas tout n'aille pas chez les mêmes opérationnels. Donc c'est aussi dispatché selon la valeur ajoutée. Selon le domaine d'expertise. Selon le domaine d'expertise et la disponibilité des juristes, tout le travail. Donc du coup, on a réussi à mettre en place quelque chose sur ServiceNow, qui est aujourd'hui un outil qui est utilisé notamment pour l'IT, pour les demandes IT, pas mal, sur les demandes RH, sur la finance, mais pas tellement sur le juridique, même si ça commence. Qui est un outil de ticketing comme... Un outil de ticketing, absolument. Mais ticketing, c'est un gros mot pour le juriste. Alors du coup, les opérationnels, il a fallu les rassurer en leur disant non, c'est pas un robot qui va vous répondre, mais dans l'heure qui suit, vous avez quelqu'un un juriste qui va rentrer en contact avec vous. Et ça, on a mis ça en place aussi. Et ça, c'est hyper important. Quand on est petit, quand on est un commando, pour nous, ça a été vraiment un challenge de mettre ça en place. Ça a été fait hyper rapidement. Le change, on a eu le sponsorship de tout l'Excom et de notre General Counsel. Donc, du coup, avec des messages assez forts qui ont été faits. Et aujourd'hui, je suis super content parce que toutes les demandes qu'on reçoit viennent via le ticketing et c'est répondu en temps et en heure. Alors, on n'arrive pas encore à exploiter les données, mais demain, du coup, on pourra dire que s'il y a un contrat ou s'il y a un matter qui bloque, c'est pas forcément le juridique qui l'empêche de retourner en rond aussi. C'est aussi un petit peu un argument qu'on essaye de dire parce que souvent, le juriste a la réputation de ralentir les process, de ralentir les signatures de contrats de vente ou d'achat, etc. Et c'est pas souvent. Enfin, là, je le vois dans mon organisation, c'est la plupart du temps, c'est pas le cas. Et donc là, ce sera plus démontré, expliqué au doigt mouillé, mais avec des chiffres qui sont totalement tangibles. Absolument. Et du coup, pouvoir aussi voir là où il faut juste retirer la petite graine pour que ça avance. Et ça, donc du coup, ce legal request, on l'a pour tout. Alors, pour les contrats, pour une question sur la data privacy, pour une question sur une brevetabilité, sur une question, j'ai envie d'une délégation de signature, j'ai envie d'avoir un accès au CLM. En fait, toutes nos demandes passent par là. Très bien, et ça vous permet justement ça vous permettra d'ailleurs de voir quels sont les besoins de formation, j'imagine, des équipes ou les besoins de recrutement au sein d'équipes juridiques. Absolument, ça peut aussi permettre ça, d'équilibrer aussi au sein des équipes aussi le workload. Donc ça peut permettre plein de choses. Est-ce que vous vous engagez sur les questions qui vous sont posées sur un délai de traitement? Oui, alors on a un délai de traitement qui est proposé. L'opérationnel, quand il va saisir sa demande, il rentre le numéro, la date à laquelle il aimerait bien avoir un retour. Après, nous, on voit aussi si c'est en accord, si c'est réaliste,
qu'on ait été impliqué et qu'on ait en main tous les éléments pour pouvoir commencer sur le cas. Donc, du coup, on peut ajuster cette priorité, on le notifie. D'accord. Et donc, cette deadline. Et qui est cette personne c'est l'honneur de la question qui va l'ajuster ou c'est toi Alors aujourd'hui, on est dans la première phase. On est la phase où on essaye de comprendre déjà toutes les demandes. Ça nous permet déjà de capturer toutes les demandes qu'on a, qui viennent, et les challenger éventuellement, parce que souvent on a des questions qui ne sont pas du tout juridiques, mais qui viennent quand même au juridique. Donc ça nous permet aussi de challenger l'opérationnel. Donc là, on est dans la phase où je comprends. Donc en fait, effectivement, c'est moi et mon boss qui allons allouer au bon juriste les demandes et donner des deadlines. Très clair. Donc mais après, on va automatiser petit à petit. En fonction des demandes au fur et à mesure. Et puis ajuster. J'imagine que les questions qui sont comment je peux avoir un cabis, comment je peux avoir exactement, des documents seront automatisés. Absolument. On a un très bon exemple et je pense que tu seras ravi d'échanger avec elle de la direction juridique de Leroy Merlin qui a mis ça en place il y a 2 ans et demi et qui a participé au prix de l'innovation en management juridique, qui a notamment remporté la mention spéciale du jury et sur un outil de ticketing. Et de la même manière, on peut penser que c'est totalement déshumanisant d'utiliser ce type d'outil, surtout dans une boîte aussi humaine ou dans laquelle le service client est aussi important que chez Leroy Merlin. Et au final, ils en sortent avec un taux de satisfaction client qui est de 70%, ce qui est quand même assez énorme. Et je me souviens des échanges qu'on avait avec Claire qui ne savait pas que 70% c'était énorme comme taux de satisfaction. C'est un très bon exemple et je te renverrai vers elle pour échanger. Et ils ont pris 2 ans d'ailleurs. Ils ont attendu 2 ans avant d'interpréter les données qui étaient collectées dans l'outil et pour prendre les bonnes décisions. Oui, c'est ça. Il faut prendre son temps, il faut que ce soit agile. Mais du coup, je te disais, c'est pour ça on a eu la chance tout à l'heure. Je te disais quand on repartait de zéro, là on l'a mis au bout. Voilà, ça fait 1 an. Ça a été mis en 1 mois. On a vraiment utilisé. Moi, j'ai pas voulu customiser, avoir des champs et des champs et des champs. Je fais les trucs le plus simple. L'IT m'ont dit on a des licences ServiceNow, on peut faire ça. Alors effectivement, c'est pas super user friendly, mais il y a au moins le minimum d'informations. Il y a 4 champs et basta. Donc tu testes et j'utilise ce qui est existant. Donc je suis très en mode agile. Moi, en fait, je vois ça. Après, dans 2 mois, je vais faire un retour d'expérience. On va pouvoir rajouter des champs, et pas forcément mettre de l'automatisation aussi. Si y a un rationnel, oui. Mais encore une fois, nous, on ne traite pas 1 million de contrats. Donc, on a encore... tout n'est pas bon à automatiser. Il faut vraiment... Et puis, ça coûte cher d'automatiser, de customiser, de vouloir tout customiser. Donc, ça, c'est une bonne question. Quand est-ce qu'on se rend compte qu'il faut automatiser ? Quand tu as fait un business case avec t'assurer qu'il y a un retour sur investissement. Si là, aujourd'hui, j'évalue... au doigt mouillé, le temps que met un opérationnel à remplir sa question... je calcule tout le temps et je vois si vraiment il y a un rationnel. Après, là, on n'est pas sur... nous, on est sur très peu de demandes. Là, aujourd'hui, j'en ai 50. Je dois en avoir 50 par mois pour le moment. 60 par mois. Après, tout ne passe pas encore par le portail, mais enfin, j'espère. Mais là, on a encore des réunions de sensibilisation, mais je vais voir. Mais je pense pas qu'on n'est pas sur des chiffres non plus amazing pour pouvoir automatiser et puis investir sur dépenser sur un outil. J'ai une autre question à te poser et j'attends beaucoup d'honnêteté de ta part sur cette question. Sébastien, j'ai la pression. Tu peux. On parle souvent des réussites sur l'implémentation d'un outil quand on fait notamment un cas client avec son prestataire et c'est bien de parler des réussites et c'est hyper important, mais on parle très peu souvent de ce qui allait pas et de ce qui a pas marché, dont on s'est rendu compte et qu'on aurait voulu faire autrement justement si on avait la possibilité de le faire autrement. Toi, est-ce que tu as des choses que tu aurais fait différemment en connaissance de cause aujourd'hui sur l'implémentation par exemple du CLM ou de l'outil de ticketing ? Non. Sur les 2, pas du tout. Y a peut-être une erreur qu'on a faite, une erreur. C'est pas une erreur, mais quelque chose qu'on ferait peut-être autrement, c'est que sur le CLM, on a voulu implémenter les délégations de pouvoir, la gestion, mais en sachant que, justement, on n'était pas Sanofi, ça ne demandait pas non plus forcément un outil tel qu'un CLM pour rentrer les délégations de signature, délégations de pouvoir, etc. Donc du coup, je pense que là, on s'est un petit peu planté, mais très limité, de façon très limitée. Vous êtes allé trop vite Ouais. Alors que c'est quelque chose, un projet qui peut attendre encore... Oui, on n'a pas une volumétrie suffisamment importante pour avoir un outil, ça peut se tenir sur Excel. D'accord. Voilà. Très clair. Ou ailleurs, sur un autre outil. Excel, moi, j'utilise beaucoup d'ailleurs dans mon quotidien.
Parce que aussi, Excel, ça reste vraiment un outil simple. On n'a pas forcément besoin d'une Rolls pour bosser, quoi. Tu partages le même avis que Lisa, qui est une de mes collègues chez KLM et qui est LegalOps et qui utilise beaucoup Excel et qui passe beaucoup de temps notamment à se perfectionner aussi sur Excel. C'est un perfectionnement. Moi, je fais beaucoup de reports, les rapports d'activité du département sur Excel. Ok. Sébastien, tu seras évidemment d'accord avec moi pour dire que mettre en place des projets LegalOps, c'est bien, mais mesurer leur retour sur investissement pour s'assurer de leur valeur ajoutée, c'est mieux. On en a beaucoup parlé par téléphone. La direction juridique, on le disait, a longtemps été le parent pauvre de l'entreprise lorsqu'il s'agissait de piloter l'activité juridique avec des indicateurs fiables. C'est des données qu'il faut collecter, puis analyser, et qui sont hyper utiles pour mesurer le retour sur investissement d'un process, d'un outil, mais aussi pour justifier un recrutement nécessaire, être en capacité d'optimiser la répartition des ressources internes, externes, négocier un budget. En ce moment, on en parle beaucoup, notamment chez KLM, que ce soit auprès de nos clients ou auprès de personnes qui nous contactent et qui s'intéressent au sujet et qui veulent implémenter une fonction LegalOps dans leur direction juridique. C'est encore plus utile en période de crise, notamment. Une période où on gère les coûts pour montrer justement que le juridique n'est pas le mauvais élève de l'entreprise. Il me semble que alors, je sais pas si c'est un terme péjoratif, mais je me permets son utilisation. Il me semble que tu as un ayatollah du ROI, oui, absolument. Ouais. Tu prends ça très au sérieux. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour construire les fondations d'une direction juridique qu'on peut appeler comme étant data-driven? Alors là, on n'est pas encore sur l'excellence, donc on met encore en place des choses, on a encore plein de choses à mettre en place. Mais aujourd'hui, il y a le système de portail. J'appelle pas ticketing express parce que c'est un gros mot. Là, qui va nous aider aussi à construire, à avoir des chiffres, notamment sur les temps de réponse, sur le temps de traitement, sur s'assurer que un juriste va pas travailler des heures et finalement que le coût d'intervention du juriste est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires du produit en local. C'est hyper important, mais c'est bête, mais souvent on n'y pense pas. Après, là, ce qu'on a mis en place, alors là, c'est sur Excel tout simplement. On a un tableau sur lequel tous les juristes rentrent les contrats sur lesquels ils travaillent, avec les 10 colonnes à remplir, qui sont faits, qui font consciencieusement, et moi, ce qui me permet de produire des chiffres que mon GC va même présenter au CEO. C'est-à-dire que j'ai en cours tous les contrats qui sont en cours, qui ne sont pas signés, avec les informations chiffres, donc savoir si c'est du in ou du out, donc vente ou achat, avec l'enjeu financier, avec le périmètre, avec la durée du contrat. Et rien qu'avec ça, du coup, je suis capable de donner la liste de tous les départements sur un produit donné, sur une business unit donnée, tous les contrats qui sont en cours de négo, ou qui sont en projet, ou qui sont signés, avec des chiffres sur chaque département. Et ça, ça veut dire qu'on a quoi ? On a un paysage de toute l'activité contractuelle de l'entreprise. Et ça, c'est aussi un avantage d'être parti de zéro et d'avoir aussi un nombre limité de contrats et d'avoir des juristes qui sont aussi agiles et qui vont pas rechigner à remplir un tableau Excel et qui comprennent directement la valeur ajoutée. Donc le hard skill et le soft skills aussi. Eux, quand ils voient ces chiffres, ils sont super contents. Ils produisent le truc parce que les contrats vont pas forcément signer. Il y a des contrats qui sont en projet, mais du coup, ça permet de voir où en est le contrat, quel est l'enjeu financier et du coup d'avoir des tas de statistiques, avoir l'aspect. Par exemple, on peut faire des cartes géographiques en voyant où est-ce on a le plus de chiffre d'affaires, où sont nos partenaires, sur quelle entité juridique, à partir de 10 colonnes. C'est hyper simple. Si elles sont bien remplies, nickel. Et alors, je te mets peut-être au défi Sans base de données. Alors, sans base de données, mais je te mets peut-être au défi de nous mettre à disposition quelque chose pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu pourrais, pas nous envoyer ton template, mais nous dire, à la suite de cet épisode, je le mettrai en description, mais nous envoyer les champs qu'il faut remplir pour... Oui, les champs, oui. Super, génial. Et donc, ça permet de savoir quel est l'impact de la direction juridique sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, sur les dépenses, Après, on est au début, mais là, aujourd'hui, j'arrive à fournir des choses que les autres fonctions n'arrivent pas forcément à fournir, puisque c'est encore en projet, donc la finance n'a pas non plus encore enregistré ces chiffres. Donc donc on est vraiment en amont sur une activité future et sur un taux d'engagement à 5 ans, à 2 ans, voilà.
Donc, je pense que je peux me permettre ce compliment. Tu facilites le quotidien des juristes et en même temps, tu leur permets de les mettre en avant et de les faire briller. Complètement. C'est ton rôle? Oui. C'est pas une question piège, nous on pense que c'est notre rôle typiquement. De faire briller, après de faire runner le business aussi. Hein. Bien sûr. C'est pas le juriste, c'est pas le juriste qui m'emploie. Désolé, mais business is business. Je suis aussi là pour faire fonctionner au mieux la direction juridique, pour runner le business et pour montrer en même temps aussi qu'un juriste c'est pas seulement un expert, c'est aussi il a aussi une vision sur le business, c'est aussi un homme d'affaires. Mm-hmm. Et on utilise le droit. Le droit est un outil pour faire avancer le business et non pas pour empêcher le business de faire son boulot. Le droit n'est pas une fin en soi. Non, absolument. Et du coup, ça c'est vraiment. Moi, je me bats vraiment pour montrer que le droit c'est un enabler et c'est pas un cost center. Les legal ops font progressivement leur chemin en France, contrairement aux États-Unis où la pratique s'est développée depuis le début des années 2000. On parlait du clock tout à l'heure. Avant 2019, personne n'en parlait en France, en tout cas pas beaucoup. Je ne sais pas si tu partages le même constat. Aujourd'hui, on a une offre de services qui s'accroît, les recrutements qui s'accroît, la documentation. On est hyper dragué. Voilà, c'est hyper compliqué de recruter un profil legal ops aujourd'hui, un profil senior comme toi, et d'avoir des personnes expérimentées qui sont prêts à quitter leur entreprise pour aller pour d'autres entreprises. Et puis, il n'y a pas nécessairement encore beaucoup de formation sur les différents sujets. Donc, tu es un profil ultra rare. En revanche, j'imagine que tu as connu quand même une période de disette quand personne n'en parlait, quand personne ne savait en réalité ce que tu faisais, mis à part dans des structures où tu travaillais. Sur quelles ressources on peut s'appuyer quand on fait partie justement de ces rares personnes à pratiquer cette fonction en France et que personne autour de nous dans notre écosystème géographique ne les pratique? Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux dire comment l'expliquer Non, sur quoi on s'appuie pour progresser? On est tout seul. Moi j'ai eu la chance de toujours avoir eu le sponsorship du management. Moi, c'est vraiment une vraie volonté de mon management toujours d'avoir cette fonction. Donc du coup, j'ai jamais souffert de qui je suis, de challenger mon utilité ou quoi que ce soit. Après, je pense que une entreprise, dès que tu montres qu'il y a un retour sur investissement, tout à l'heure j'en parlais avec le e-billing, quand tu vois que grâce à la mise en place du e-billing, tu peux dire que tu vas faire des centaines de milliers d'euros d'économies rien que parce que t'auras vu qu'il y a des coûts qui sont pas du tout nécessaires. Donc quand tu montres qu'il y a un retour sur investissement comme ça, c'était facile. Très clair. J'ai une dernière question pour toi avant de passer à la dernière séquence du podcast. Une question que j'aime beaucoup. Pourquoi tu cours, Sébastien? Pourquoi je cours? Ouais. Je vais me permettre de... Je vais faire une réponse à la Miss France. Vas-y, je t'en prie. Je cours après les sourires, je vais dire. Parce que... Alors pourquoi? Un sourire, ça veut dire qu'on est satisfait. Donc du coup, je cours après le sourire de mon management, le sourire des clients, le sourire de mes juristes, le sourire du business partner. Je suis de ceux qui pensent vraiment que le bonheur au travail, ça favorise la productivité et source de productivité pour l'entreprise. Donc déjà, c'est une chose. Et si mon management aussi est content, c'est pour ça que je parle de sourire. Alors sourire, c'est satisfaction, hein, mais sourire, c'était pour la petite dédicace à Miss France. Miss France, très bien. Et ben écoute, Miss, tu es Miss Île-de-France au final, Miss non, monde. Miss Univers. Donc, ok, c'est une super belle réponse. Donc, ton rôle est de faire en sorte que tes juristes, les juristes de ta direction juridique soient contents. Mais aussi les clients, les partenaires. Je trouve que c'est bien, encore une fois, aligner les planètes, c'est faire communiquer les gens. Souvent quand il y a des problèmes entre les gens, c'est problème de communication, tout simplement. C'est juste parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à s'écouter les uns les autres et s'entendre. Et lourde tâche que d'être le facilitateur. Absolument. On passe à la dernière partie du podcast. Oui. Sébastien, je vais te poser 5 questions et je vais te demander 5 réponses brèves du tac au tac. Yes. Pour former la boîte à outils de Sébastien H. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Génial. Première question, Sébastien. Quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique d'EuroAPI? Alors, le CLM qui s'appelle Legisway, Calypso, et Excel et Intranet. Excel et SharePoint, Teams. Teams, c'est... voilà. Simple, basique. Oui, simple, basique. Pas besoin d'avoir des outils hyper complexes et quand on a des besoins qui peuvent être généraux. Très clair. Deuxième question, Sébastien. Quel est ton apprentissage le plus marquant depuis que tu exerces la fonction de LegalOps? La résilience. Pourquoi?
Je pense qu'il faut accepter parfois de pas tout le temps avoir ce qu'on veut et que les opérationnels aussi s'alignent pas forcément avec nous, et il faut être résilient et continuer. On se relève. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est une grande force aujourd'hui pour moi. Résilience et patience. Merci pour ton honnêteté, Je t'en prie. Sébastien. Quelle est ta plus grande réussite en tant que LegalOps ? Alors, je sais pas vraiment si c'est une réussite, mais c'est toutes les rencontres que j'ai faites. J'ai croisé des personnes super qui m'ont appris, parce que là, aujourd'hui, je suis là grâce à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer et qui m'ont apporté leur expertise, et puis que ce soit aussi bien en hard que soft skills. Ouais. Tu peux les citer si tu veux. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Et tu veux fâcher personne. J'ai peur de fâcher les gens. Mais les gens se reconnaîtront. Les gens se reconnaîtront très bien. Parce que j'ai eu beaucoup de chance. C'est pour ça que les rencontres, certes, c'est toujours entre les deux personnes, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est ce qu'on veut aussi créer à travers ce podcast, et merci de répondre favorablement à l'invitation. Et on parlait de ne fâcher personne, ça nous fait une super bonne transition, puisqu'on passe à la question qui fâche. Ouais. Est-ce qu'il faut être juriste ou pas pour devenir LegalOps ? Ou pas nécessairement ? Ah oui, c'est faux ou faux pas. Je pense qu'il faut comprendre les juristes. Donc alors, est-ce qu'on doit être juriste ou pas ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut à la fois avoir un background juridique et aussi avoir une formation de project management, et puis il y a une vision à 360. Donc je parlais finances, ressources humaines, process, outils. Ça, c'est hyper nécessaire, et c'est pas forcément des formations compatibles à la base. Donc, mais qui peuvent tout à fait... sur lesquels on peut travailler. Grâce à l'expérience et en se formant ailleurs. Absolument. Dernière question, oui. Sébastien. Si tu devais donner un conseil à un juriste ou à un non-juriste qui souhaiterait devenir LegalOps ? Je pense qu'il faut être... je parlais tout à l'heure de la résilience. Je pense que c'est une qualité première. Après, je pense que c'est bien pour être LegalOps d'avoir ce dont je parlais tout à l'heure, une dimension quand même finance, organisationnelle, rationalisation, lean. Il y a quand même une boîte à outils à avoir avec des fondations quand même plutôt solides. Donc, du hard et du soft. Des fondations hard, soft et des fondations techniques. Ouais, à la fois technique et puis aussi résilience, empathie. Ça, c'est hyper important, parce que sinon, on est vraiment des enablers. Donc, en fait, il faut vraiment encore une fois, on est là pour aligner les planètes. Donc, il faut être un bon communicant et comprendre. Et pour communiquer, c'est pas uniquement parler, c'est aussi entendre et comprendre. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi. Et puis, à très vite. À très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme moi, à inciter vos collègues à s'abonner au podcast. Si l'épisode vous a plu, et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr, section « Demandez un rendez-vous », et toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au LegalOps.